Les amis, on est le 10 septembre. Je pense que vous pouvez le voir à ma tête. Je suis un petit peu fatiguée, il est 19h, je viens de rentrer chez moi après avoir été dehors depuis 6h du matin jusqu'à maintenant à peu près. Et en fait, je me suis dit que, voilà, vu que la semaine est quand même très très orientée autour de la mobilisation de gauche plutôt autour des injustices sociales, des discriminations, etc. J'avais envie de vous parler déjà de mon ressenti autour de cette première journée de mobilisation. Alors à Lille, selon les premiers chiffres que là j'ai pu voir, on a été à peu près 40 000 dans la manif. Il y avait énormément de monde. C'était incroyable. T'avais des gens vraiment déter partout. C'était trop bien. On cherche 44 milliards pour boucler le budget. Allez, si tout le monde s'y met là, chacun met 100 000 euros parce que vous avez sur votre compte. Ah oui, rien du tout quoi. Sauvez les riches, sauvez les riches. Le bateau coule et vous emmenez vos enfants à la manif. Vous n'avez pas honte. Ce matin, j'ai participé à des blocages de ronds-points qui ont été quand même assez vite arrêtés par la police, avec une police très très violente. Selon les chiffres que j'ai pu lire aussi, il y avait à peu près 6500 flics dans le nord qui étaient déployés, ce qui est quand même beaucoup. Et avec des technologies quand même tout à fait différentes que ce que nous on peut avoir en tant que citoyens et citoyennes, n'est-ce pas? Mais bref, déjà je voulais, ça me tenait à cœur déjà parce que je m'en bats les couilles en fait qu'on reconnaisse que que je fais partie de telle ou telle organisation, que j'ai participé à tel ou tel truc illégal soi-disant. Pour moi on n'en est plus là en fait. Et surtout, en fait, je trouve qu'on a une image parfois des militants de gauche radicale, en mode c'est forcément des mecs hyper violents, etc. Nous sommes des personnes tout à fait intégrées à la société, hein, parfois. On a une vie complètement normale, c'est juste qu'en fait, un, on en a complètement marre, et deux, on est aussi très solidaires. Enfin, perso, moi, je fais partie des personnes les plus privilégiées de la France. Donc, en fait, j'avoue que je suis pas obligée d'aller manifester, je suis pas obligée de me mettre en danger, entre guillemets, en allant bloquer un rond-point, quoi. C'est juste que l'injustice me paraît trop insupportable et que je ne peux pas tolérer que l'on trouve ça normal, en fait, de continuer à vivre sa vie quand t'as des milliers de gens qui dorment dehors, quand il y a un génocide en cours, etc., etc. Et quand les plus riches continuent de s'enrichir alors que les pauvres perdent un pouvoir d'achat démentiel chaque année. Donc voilà, il y avait ça, et il y avait aussi un sujet sur lequel j'avais vraiment très très envie de prendre la parole, c'est le sujet des violences policières et des violences soi-disant des manifestants et manifestantes. À Lille, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé la manif de 14h30 et jusqu'à 16h à peu près, franchement, il s'est rien passé. C'était plutôt bon enfant, il y avait des fanfares, ça avançait bien. Il y avait la police qui cloisonnait, on va dire, le parcours, mais c'est tout. À partir de 16h, ils ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes à certains endroits stratégiques. Donc nous, en gros, du coup, on faisait un peu demi-tour, on jaugeait un petit peu et après on revenait dans la manif, d'où mes yeux, hein, clairement, j'ai vraiment mal aux yeux. Mais voilà, et donc on continuait. Ils ont fait ça au moins 3 fois, je pense, 3-4 fois, alors que c'était tout à fait pacifiste et que la manifestation était déclarée en préfecture de police et complètement autorisée, donc, hein. Donc voilà, déjà, c'était complètement anormal. Et à partir d'un certain moment, à l'endroit où était censée se finir la manif, même avant l'endroit où elle était censée se terminer, et ben, en gros, il y a les canons à eau qui ont commencé à être mis en place, enfin à être utilisés. Et donc là, effectivement, bah forcément, la foule s'est dispersée un peu plus, et forcément, les gens ont commencé à répondre, en fait. Donc là où je veux en venir, c'est que dans les médias mainstream, ce qu'on met en avant, c'est souvent la violence des manifestantes et manifestants. Dans tous les médias que vous allez suivre, BFM TV, etc., on va vous montrer des vitrines caillassées, ce genre de trucs, des tags, ce genre de choses. Ça, une vitrine cassée, il y a des assurances, déjà de une, des vitrines cassées et des tags, ce n'est rien comparé à la violence
policière, parce que quand même, on joue pas du tout dans la même cour, hein. C'est-à-dire que brûler une poubelle et mettre une poubelle à brûler en plein dans la rue, ça n'a rien de violent. C'est-à-dire, personne ne risque rien d'un point de vue, de santé. Enfin, je veux dire, personne ne prend de risque. C'est juste un moyen de bloquer, physiquement un espace et de dire: «On le prend, on le reprend, on est des citoyennes et citoyens dans le pays, on a le droit de reprendre la rue et l'espace public», en fait. Hem, face et donc du coup, on ne joue pas du tout dans la même catégorie, ce que je voulais dire, face à des gens donc des CRS qui ont des canons à eau, des bombes lacrymogènes, des grenades de désencerclement. Ce qui s'est passé aussi, chose qui est interdite, par exemple, quand la police lance des bombes lacrymogènes, normalement, ils doivent les lancer au ras du sol pour pas, donc en dessous de la taille, pour pas que ça puisse toucher le visage et les parties, sensibles des êtres humains. Ce matin, et même pendant la manif, mais ce matin, j'ai vu des policiers lancer des bombes lacrymogènes en cloche. Il y a une meuf qui a reçu une bombe lacrymo dans son sac. Donc c'est-à-dire que ça a commencé à fumer dans son sac. Enfin bref, horrible. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, si vous avez jamais pris de gaz lacrymogène, vous le savez pas, mais c'est horrible. C'est-à-dire vraiment, t'as la sensation de plus pouvoir respirer, t'as les yeux qui brûlent, tu peux plus rien voir. Enfin, donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Et ça, je vous renvoie à quelque chose, un truc de théorique qui peut vous intéresser. Ce sont les 3 niveaux de la violence. En gros, c'est quoi? Les 3 niveaux de la violence, c'est premièrement, il y a la violence mère, c'est la violence institutionnelle. La violence légale, par exemple en France, ça peut être le fait que les entreprises reçoivent énormément d'aides publiques, alors que dans le même temps, on demande à tous les Françaises et les Français de se serrer la ceinture avec des restrictions budgétaires, alors qu'on continue d'enrichir les actionnaires et les grands patrons. Ça peut être une forme de violence. Donc ça, c'est la première violence. Face à ça, il y a donc la réponse du peuple qui, comme par exemple un 10 septembre, se rebelle parce qu'il en a absolument ras le cul qu'on lui crache dessus et que j'ai vu cette pancarte en manif, le gouvernement pisse sur les Français et appelle ça le ruissellement. C'est exactement ça. Donc effectivement, il y a un moment, on prend la rue, on fait des manifestations et parfois, il y a des mouvements qui sont violents, par exemple en lançant, je sais pas, des pavés sur les CRS. CRS qui sont suréquipés et qui ne peuvent pas souffrir d'un envoi de pavés au passage. Donc il y a ça. Et donc la troisième violence est la réponse policière à ces manifestations. Le problème qu'on a aujourd'hui dans un pays comme la France et au niveau du traitement médiatique qu'il y a sur les manifestations et les mouvements populaires, c'est que on présente uniquement la deuxième et la troisième violence. On dit il y a des manifestations, il y a des émeutes, il y a des mouvements violents, il y a eu du caillassage de vitrines, du tag, etc. Et donc c'est normal que la police envoie ses corps armés par milliers pour arrêter les manifestants. Ça n'a aucun sens et aucune logique, c'est vraiment de la manipulation de l'information et de la réalité des mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'on descende dans la rue gratuitement, encore une fois, qu'on prenne des risques pour notre intégrité physique et mentale, s'il n'y a pas une bonne raison. C'est-à-dire qu'on ne fait absolument pas ça pour le plaisir. Voilà, donc je voulais vraiment le rappeler parce que je sais que voilà, il y a quand même des gens qui sont d'accord avec les médias actuels et qui se disent c'est super, je soutiens la lutte contre les injustices, etc. Mais par contre, la violence des manifestants, ça c'est non. N'oubliez pas que, encore une fois, brûler une poubelle, taguer un abribus ou même défoncer la devanture d'un magasin Adidas, ce n'est pas de la violence. Il n'y a aucune intégrité physique en jeu. Les manifestants, les manifestants qui ont des actes violents n'en ont jamais envers d'autres êtres humains. Voilà. Donc je voulais quand même le rappeler. Oh là, on est samedi 13 pardon du coup. Mon petit chat vous dit bonjour également. Hier soir, c'était la reprise de mon spectacle, donc je vous en avais parlé la semaine dernière dans le vlog. Donc je l'ai joué hier soir dans un bar à Lille.
Mon spectacle s'appelle «Pourquoi j'ai invité mon agresseur à mon mariage». Pour, celles et ceux qui connaissent le terme, en fait, c'est, ce qu'on appelle une conférence gesticulée, que moi j'appelle aussi conférence spectacle parce que je trouve que c'est plus parlant, c'est plus simple. En gros, c'est 1 heure 10 à peu près de spectacle autour de, du la question, que je me suis posée qui est enfin que beaucoup de gens se posent, qui est: «Pourquoi les victimes de violences sexuelles ne parlent pas?» et «Qu'est-ce que la culture du viol?» en gros. Donc en gros, c'est un petit spectacle pédagogique, avec, à la fois, un récit intime de moi, mon histoire et aussi, du coup, de la théorie autour de ces concepts-là. Et j'avais hyper peur, franchement, ça fait vraiment 3 jours que j'ai mal au ventre, mais d'une puissance, quoi. Et ça s'est super, bien passé, ça s'est passé bien mieux que les autres représentations. En fait, mine de rien, je commence à avoir plus confiance quand je monte sur, une scène. Enfin voilà, je sais pas, j'étais bien, il y avait quoi? 25 personnes dans le public, donc c'est des petites salles, c'est des petites jauges et tout. Pour l'instant, c'est cool. Et du coup, en fait, cette semaine, j'ai quasiment rien filmé parce qu'en fait, je bossais toute la semaine. Je suis salariée, donc je vais pas vous filmer mon travail, enfin qui est principalement, sur un ordinateur à écrire des mails, à préparer des événements, à valider des logos et cetera. Donc c'est pas, mettre à jour des billetteries et des sites internet. C'est pas passionnant. Par contre, Guacamole, c'est passionnant, ça, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est mignon. Mercredi 10 septembre, du coup, il y a eu une première journée de manifestation et de rassemblement. J'ai participé à quelques AG cette semaine. Et ce soir, du coup, samedi soir, je vais à la réouverture d'un théâtre, qui est le théâtre Massenet, dans le quartier de Fives à Lille. Et du coup, je vais filmer un petit peu, puisqu'il va y avoir des petits spectacles sympas, je pense des fanfares et tout, ça va être cool. Voilà, voilà, du coup, je vais vous emmener un petit peu avec moi. Voilà! Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Deux personnes arrachent déjà des patates avec César. Il faut amener les patates César. Non, deux semaines j'étais malade et je me suis dit, Alors, je suis supporter de Lens depuis toujours. Je fais partie du groupe des Red Tigers. Tu sais, César, c'est jamais facile d'accueillir les gens. C'est un changement, c'est une révolution. Eux, ils ont déjà fait 7000 km, ils ont déjà parcouru 7000 km pour venir nous voir. Donc c'est aussi à nous de changer. Une file de l'ordre, une file d'attente, une file qui va constamment se réalimenter. Pour créer une file, c'est Geneviève qui m'a appris. Geneviève, elle a 76 ans, elle a été agricultrice l'après-midi et aide-soignante le matin. Elle a toujours une casquette avec des grands yeux bleus. Elle m'a dit, tu fais comme ça. Tu souris et tu dis One line today, no family line, no zigzag. One line today, no family line, no zigzag. Yo yo, on est dimanche 14 septembre. À la base, j'allais vraiment pas du tout filmer quoi que ce soit parce qu'en fait, au départ, je devais aller faire du vélo aujourd'hui. Et je suis un peu tombée malade depuis une semaine, genre je me réveille avec la gorge toute enrouée, j'ai mal à la tête, etc. Je me suis dit, Bettina, peut-être tu peux rester une journée entière dans ta maison et ça va aller. Parce que j'ai un peu du mal à ne rien faire du tout. Peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Mais je me suis dit, en fait, à la base, donc, je voulais rien filmer du tout. Mais j'ai eu une notification. Il s'est passé un truc. Il y a l'IFOP qui a sorti un nouveau sondage en partenariat avec Elle Magazine, qui est un sondage autour je vais devoir le biper, je crois. Donc, je vais le dire qu'une seule fois. Je vais pas le dire du tout. Autour de ce sujet. Comme ça, j'ai pas besoin de faire des montages où je dois biper ma voix et tout parce que ça me saoule. Bref. Et je me suis dit, oh là là, hyper intéressant. Je vais me mettre plus sur le côté comme ça, comme ça. Je vais mettre un petit encart ici pour que vous puissiez. Bonjour, Kwaku. Toi aussi, tu veux écouter. Il est trop mignon, vraiment. Je me suis dit qu'on allait lire ça ensemble. Parce que c'est hyper intéressant. C'est très triste. Alors. Donc, l'IFOP, c'est donc l'Institut des sondages qui fait des infographies très complètes sur, du coup, un sujet qui parfois a été commandé, là par exemple par le magazine Elle. Alors,
Eh ben écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Je vais boire un petit peu de thé pour me détendre. Parce qu'à mon avis, ça va être dur, hein. Alors, la première question, c'est donc, vous est-il déjà arrivé, devant l'insistance d'un conjoint, d'avoir un rapport sexuel avec, alors même que vous n'aviez pas envie? Alors, ah bah, et je le découvre vraiment avec vous, hein, je l'ai pas du tout encore lu, donc je me dis: «Comme ça, on va découvrir ça ensemble». Heu, je sais pas si c'est rassurant, j'allais dire, en fait, ça dépend si on est optimiste ou pas, ça dépend des jours. Aujourd'hui, j'ai envie d'être optimiste, d'accord? Il y a quand même 52 des Françaises et Français qui ont dit que ça ne leur était jamais arrivé. Donc nous avons la moitié de la population française, hein, donc j'imagine en âge d'avoir des relations sexuelles bien sûr, qui, légales bien sûr, qui n'a jamais été, n'a jamais subi en fait du chantage, aux relations sexuelles non consenties. Voilà, alors quand même, du coup, il y en a 21 qui mettent oui rarement, 20 oui parfois et 7 oui souvent. C'est énorme et évidemment, il y a un hiatus énorme entre les hommes et les femmes. Entre 57 des femmes qui disent oui, rarement parfois ou souvent, et 39 seulement, même si c'est beaucoup, des hommes qui déclarent ça. Honnêtement, ça n'a, je pense que la question du désir et du consentement chez les hommes, on en est vraiment au balbutiement parce que, pour l'instant, en fait, le problème, c'est que, et ben, en ce qui concerne les hommes, il y a quand même cette injonction à avoir toujours envie et je pense que eux mêmes ne sont pas du tout encore là dans le fait de prendre conscience de leurs propres désirs, de qu'est-ce qu'ils souhaitent et cetera et d'affirmer que parfois ils peuvent ne pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles. Voilà, voilà. Tout. Le profil, du coup, oh là là, c'est hyper détaillé. Vraiment, moi j'adore lire des infographies, IFOP et tout, c'est vraiment ma passion. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ils accumulent un savoir et un nombre d'informations qui est trop intéressant. Alors voilà, après les sondages, c'est toujours pareil, il faut pas oublier qu'il y a toujours un ratio de faux dans le sens où le déclaratif des gens, et ben, tu peux dire des conneries quand tu réponds à un sondage, évidemment. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de choses, voilà quoi. C'est quand même pas mal. Ce qui est extrêmement, alors voilà, je vais vraiment pas tout faire, je vais juste prendre, par exemple, cette première information sur l'âge. Alors attendez. Oh mon Dieu! Excusez-moi, mais c'est hyper grave en fait ce que je lis. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça, dans le sens où on voit que les Gen Z, donc les personnes les plus jeunes, sont celles qui ont le plus de rapports sans en avoir envie. Et à contrario, les boomers, donc c'est, 1400, 1400, ils sont très vieux. Les gens qui sont nés entre 1946 et 1964, si je ne m'abuse. De toute façon, si je dis n'importe quoi, je vais vous mettre toutes les générations ici, comme ça vous aurez une petite idée. Eh bien, sont, les personnes qui, bah, s'écoutent le plus. Bon, je me dis en soi, moi j'avoue que ça me surprend dans le sens où je me dis: «Il y a tellement plus de choses autour du consentement aujourd'hui, que ça paraîtrait quand même super logique que le chiffre soit plus bas chez les Gen Z et les millennials». Mais en réalité, je me dis aussi: «Bon, bah, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu te connais et plus tu es capable aussi d'affirmer ce qui te plaît et ce qui te plaît pas». Donc ça peut peut-être être lié à ça aussi. Hem, alors ça, c'est quand même incroyable. Attendez, mais je lis bien, hein, on est d'accord? C'est vraiment surprise sur surprise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais pas, ça me choque de ouf, non? Là, je regarde par rapport au diplôme. C'est-à-dire que les gens les plus, enfin, ah ouais, du coup, c'est bizarre. En fait, c'est-à-dire que les gens les plus diplômés, quand même, sont plutôt les gens qui ont des rapports sexuels sans en avoir envie, versus les gens qui ont le moins de diplômes. OK, intéressant. Waouh, c'est trop bizarre, hein. Oh, c'est hyper bizarre, c'est hyper bizarre. Oh mon Dieu, oh là 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 là. Orientation sexuelle. Alors voilà, ça c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que il y a, bon alors moi j'ai quelques personnes LGBT dans mon entourage qui m'ont déjà expliqué à quel point, surtout chez les hommes, j'avais quelques amis homosexuels qui m'ont déjà expliqué comment ça se passait les rapports homme-homme, notamment d'un point de vue sexuel, et que c'était très très porté autour du sexe et que bah, en fait les violences sexuelles étaient hyper fortes. Du coup c'est vrai que j'avoue que là, sur le côté hétérosexualité, enfin non hétérosexualité pardon, j'aimerais trop avoir plus d'infos sur
ben, sur est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, est-ce que c'est des personnes trans, etc. Enfin, je pense que ce serait, là pour le coup, l'orientation sexuelle, ce serait vachement bien que ce soit détaillé. Voilà, bref, en tout cas, hyper intéressant. Oh là 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 là. Donc là, on en arrive vraiment à parler de cette notion-là, hein. C'est-à-dire vraiment la notion de V, conjugal. Plus précisément, un de vos conjoints-conjointes vous a-t-il forcé à avoir un rapport sexuel contre votre gré plusieurs fois ou une fois? On est à 24% des femmes et 14% des hommes. Waouh, ok. Donc voilà, moi en fait ce que je fais, enfin ce qui m'intéresse c'est de mettre à jour aussi, donc j'ai un spectacle autour de la culture du V, que vous avez peut-être vous avez peut-être vu passer l'info sur les réseaux, je vous remets l'affiche ici et prochaine date d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais du coup ça m'intéresse évidemment de mettre à jour les chiffres que moi je peux avoir, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un collectif autour du V conjugal qui existe, qui a mis en avant le fait que un V sur deux était un V conjugal. Et donc là, on a quand même accès à des chiffres qui sont très parlants et qui laissent penser que c'est tout à fait vrai, dans le sens où 24% des femmes disent avoir subi un V conjugal au cours de leur vie. Donc c'est énorme. Voilà, voilà. Ah, c'est vraiment joyeux. Je sais pas pourquoi je lis des trucs comme ça le dimanche, quoi. Genre, tu sais, il y a les gens, ils se détendent, ils vont au cinéma, ils vont lire un livre, genre un roman et tout. Non, moi je lis des infographies sur ça. Voilà. Et en plus, je vous les partage. Bref. Écoutez, je regarde juste un petit peu parce qu'on va pas tout lire ensemble, mais je voulais juste voir un petit peu tout ce qu'ils mettent en avant. Bah alors ça c'est marrant quand même. L'expérience d'un viol conjugal. Enfin alors attendez, pardon, je comprends pas. En repensant avec toutes les personnes avec qui vous avez été en couple, vous est-il déjà arrivé d'avoir vécu un V conjugal? On serait donc à 10% de l'ensemble des Français, 14% de femmes et 6% d'hommes. Ce qui est très bizarre. Alors attendez, hein, vous me direz en commentaire si c'est moi qui comprends mal l'infographie. Mais en y repensant, un de vos conjoints vous a-t-il forcé à avoir un rapport sexuel contre votre gré? Bon, bah du coup c'est la même chose, on est d'accord. Donc en fait c'est hyper intéressant, je vais lire après la conclusion du rapport. Peut-être que, enfin je pense qu'en fait c'est tellement aussi admis dans l'imaginaire collectif que l'on doit des relations sexuelles à son partenaire quand on est en couple, qu'en fait il y a peut-être des gens qui vont dire oui à ça, en fait bah oui une fois on m'a forcé, mais que quand on leur pose la question de est-ce que vous avez vécu un V conjugal, c'est-à-dire mettre un terme vraiment officiel dessus qui est quand même un mot très fort, c'est-à-dire poser la question à quelqu'un en disant est-ce qu'on t'a déjà forcé à faire ça, et dire tu as vécu un V conjugal, c'est quand même pas du tout la même chose dans la formulation. Donc c'est très intéressant. Et là, t'as beaucoup moins de gens qui répondent oui. Du coup, c'est vraiment, j'allais dire c'est marrant, c'est hilarant vraiment ce sujet. Donc c'est pas marrant, mais c'est super intéressant. J'avoue, je pense que je comprends pourquoi il y a cette différence-là. Ça me paraît pas illogique, mais voilà, c'est quand même très bizarre quoi. Oh. Vraiment trop bon ce thé. Je vais faire une petite aparté après, on se quittera là-dessus sur un truc un peu plus positif. Ah, et alors la suite, je vais encore une fois, on va peut-être pas tout faire, mais allez, une dernière slide de l'infographie sur les hommes, sur à quel point les hommes vérifient le consentement de leur partenaire ou pas. Donc c'est une question qui a été posée aux hommes qui ont déjà eu un rapport sexuel avec une femme. Ok, que si on t'emmerde, tu le dis. Hein. Voilà, bah alors mon chat est un mâle. Voilà, tirez-en les conclusions que vous souhaitez. Il s'en va. Il va manger un petit peu parce qu'il est là, oui, quand même, on s'en fout un peu de ce sujet. Alors, dans les gens qui ont été en couple, 25% des hommes disent qu'ils n'ont pas systématiquement vérifié le consentement de leur partenaire. 75% disent qu'ils ont systématiquement vérifié le consentement de leur partenaire. Alors, ok. C'est du déclaratif, hein, encore une fois, hein. Les sondages, c'est du déclaratif. Moi, j'y crois zéro. Bon, moi, perso, hein, si j'essaye de repenser à tous les hommes avec qui j'ai couché, ce qui est un panel, ma foi, somme toute déjà considérable, eh bien, non, je pense pas que 75% des hommes avec qui j'ai couché ont vérifié mon consentement, non. Et oh là là, et enfin, non, je suis désolée, à chaque fois je dis ça en mode on va pas faire ça pendant 1000 ans, et en fait, mais c'est trop intéressant. Oh là là!
13% des hommes admettent avoir eu des rapports sexuels avec une femme qui ne le souhaitait pas vraiment. Voilà, donc il y a quand même 13% des hommes français qui admettent avoir violé une femme. Hein. C'est super. Voilà. Bah très bien. Mais écoutez, je vous mets les infos de cette infographie. Je vais faire un petit peu de contenu sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne et à Instagram si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram. Parce que what quoi, enfin ok, c'est hyper intéressant. Enfin, et 7% indiquent avoir eu des rapports sexuels avec quelqu'un qui ne le souhaitait pas du tout. C'est dingue, hein. C'est beaucoup, hein. 7% sur le nombre d'hommes en âge d'avoir des relations sexuelles. Je vous mets le chiffre de combien de Français ça fait, hein, déjà. Je pense que c'est plus parlant qu'un pourcentage. Voilà. Allez, ciao. Avant de vous quitter, je vous avais dit, on va faire quand même un petit sujet un peu plus sympathique quand même, parce qu'il y a un moment, enfin, voilà, c'est pas très réjouissant ce que je viens de vous expliquer, mais j'ai mes règles là dans 8 jours normalement. Moi, je suis mon cycle avec une application gratuite, enfin, je paye pas d'abonnement, qui s'appelle Clou, donc qui me met un petit calendrier sur quand je vais avoir mes règles et qui m'envoie une petite notification 3-4 jours avant, ce qui est très pratique. Pour quelqu'un qui prend pas de contraception, c'est très pratique. Et moi, je suis une personne qui a quand même pas mal de douleurs de règles, en tout cas qui en a eu pendant très longtemps, avant d'essayer de comprendre et de mettre en place des choses pour que ça aille un petit peu mieux, on va dire. Et je me suis dit que j'allais vous parler de ça parce que vraiment, je bois ça systématiquement. Maintenant, j'en bois vraiment quasiment tous les jours, comme ça, je me dis, bah, en fait, ça rentrait dans un peu ma routine, on va dire, de trucs que j'aime bien boire le soir, c'est des infusions de plantes. Et il faut savoir que ça fait des millénaires que l'on a découvert que certaines plantes étaient hyper bienvenues pour traiter les crampes menstruelles, le syndrome prémenstruel même, et tous les désagréments autour des douleurs de règles. Moi j'ai du coup acheté il y a pas longtemps, parfois j'achète des plantes toutes seules, genre il y a quelques mois j'avais acheté des feuilles de sauge. La sauge c'est hyper indiqué pour tout ce qui est douleurs menstruelles, et l'autre plante qui est super indiquée c'est le framboisier, qui est connu depuis des millénaires pour apaiser les crampes et les douleurs menstruelles. Je n'en avais plus, mais la dernière fois j'étais dans une petite épicerie à Lille et je suis tombée sur ce mélange de plantes incroyable avec du framboisier, de la mélisse, du tilleul, du bleuet, du mûrier, du romarin, de l'ortie, de l'alchimie, bref, que des trucs qui sont très indiqués pour détendre le corps et pour éviter les douleurs liées au cycle menstruel. Voilà, je pense que c'était le petit tips de fin de journée du dimanche. Comme ça, si ça peut vous être utile, en fait, alors, moi c'est pas que je suis du tout anti-médicaments, hein, mais en tout cas j'essaye au maximum de ne pas être dépendante trop des médicaments. Et j'avoue, quand j'ai vraiment très mal parce que j'ai abusé sur mon mode de vie, genre j'ai bu de l'alcool, j'ai bu du café, c'est des trucs hyper inflammatoires, hein, donc clairement si vous avez des douleurs de règles, il faut couper tout ce qui est inflammatoire quelques jours avant ces règles. 4-5 jours minimum, c'est conseillé. Genre café, viande, produits laitiers, alcool. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Mais du coup, j'ai remarqué aussi que quand je fais plus attention, même si je bois un peu d'alcool, etc., et que je bois ça au quotidien, ou en tout cas vraiment que je fais attention à en boire tous les jours, la semaine avant mes règles, c'est magnifique. Donc si vous avez d'autres petits tips, n'hésitez pas à les partager. Bon, voilà, alors, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.